Nuit de mai. Un de ces jours, je retournerai à Montemario, à l'auberge des chasseurs, mais avec mes amis, ceux du dimanche, qui jouent de l'accordéon et dansent entre faute de filles. Seulement, je n'en aurai jamais le courage. Parfois, la nuit, je vois en rêve les arbres touffus qui s'égouttent sur les tables et, à travers les fondaisons, les nuages blancs qui passent et, sous ces nuages, le panorama des maisons de Rome. Il me semble alors entendre la voix de l'hôtelier Antonio Toshi, comme je l'entendis ce matin-là, montant furieuse de la cave et criant Dirce, Dirce, et je crois la revoir, elle, qui me jette un regard de connivence avant de descendre à la cave de son pas dur, résonnant sur les marches. J'étais tombé là par hasard en venant du pays, et quand ils m'offrirent une place de valet au père, je pensais, si je n'ai pas d'argent, au moins serai-je en famille. Une famille, ah bien oui, au lieu d'une famille, ce fut l'enfer que je trouvai. L'hôtelier était rond et gras comme une motte de beurre, mais c'était une mauvaise graisse, acide. Il avait une large face blême, tout en petits plis, à cause de sa graisse, et de petits yeux pointus comme ceux des serpents, toujours en gilet et en manche de chemise, avec une casquette grise baissée sur ses yeux. Quant au caractère, la fille, Dirce, ne valait pas mieux que son père, dure, elle aussi, mauvaise, âpre, mais belle, une de ces petites femmes musclées, bien faites, qui battent le sol de la hanche et du pied comme pour affirmer « Cette terre m'appartient ». Elle avait un visage large, avec des yeux et des cheveux noirs, et une pâleur de morte. Seule de la maison peut-être, la mère avait l'air d'une brave femme. Elle pouvait avoir 40 ans, mais en montrer 60. Maigre, avec un nez de vieille et des mèches pendantes, peut-être était-elle seulement stupide, et on ne pouvait s'empêcher de le penser en la voyant debout devant ses fourneaux, avec sa figure toute tirée, dans un rire muet. Quand elle se retournait, on apercevait qu'elle n'avait plus qu'une ou deux dents, et c'est tout. L'auberge qui bordait la route portait une enseigne couleur sang de bœuf, avec l'inscription Auberge des chasseurs, propriétaire Antonio Toshi, en lettres jaunes. Une allée conduisait aux tables sous les arbres, devant le panorama de Rome. La maison était rustique, tout en mur et presque sans fenêtre, avec un toit de tuiles. L'été était le meilleur moment. Des gens y venaient depuis le matin jusqu'au milieu de la nuit, familles avec enfants, couples d'amoureux, hommes en groupe qui s'asseyaient aux tables, buvaient du vin et mangeaient la cuisine de Toshi, tout en regardant le panorama. Nous n'avions pas le temps de souffler, nous autres, les deux hommes toujours en train de servir, les deux femmes toujours à cuisiner et faire la vaisselle, et le soir, éreintés, nous allions nous coucher sans même nous regarder. Mais l'hiver, ou même durant la bonne saison, quand il pleuvait, alors les choses se gâtaient. Le père et la fille se détestaient. Détester peut dire, ils se seraient tués. Le père était autoritaire, avare, stupide et, pour un rien, allongeait la main. La fille, dure comme une pierre, fermée, avait toujours le dernier mot, arrogante avec cela. Peut-être se détestaient-ils surtout parce qu'ils étaient du même sang et, on le sait, il n'y a rien de tel que les liens du sang pour se haïr. Mais il y avait aussi des questions d'intérêt. La fille était ambitieuse. Elle disait qu'il possédait en ce panorama de Rome un capital à exploiter qu'il laissait perdre. Elle aurait voulu voir le père construire une plateforme cimentée pour le bal, louer un orchestre, suspendre des lanternes vénitiennes et transformer la maison en restaurant moderne qu'on appellerait restaurant du panorama. Mais le père n'avait pas confiance. Étant avare et ennemi de la nouveauté,
parce que son père éructait en mangeant. Lui répondait par de gros mots et des jurons. La fille insistait et finissait par recevoir une gifle. Il faut dire qu'il devait éprouver du plaisir à la gifler, car il faisait alors une drôle de figure, ses dents allant mordre sa lèvre inférieure et ses yeux se plissant. Mais pour la fille, cette gifle était comme l'eau fraîche sur une fleur. Elle en reverdissait de haine et de méchanceté. Alors le père la saisissait par les cheveux et la bourrait de coups. Verre et assiette roulaient à terre. La mère, qui se mettait en travers, attrapait pour son compte, mais comme une idiote, avec cet éternel rire sur sa bouche édentée. Moi, le cœur gonflé d'amertume, je sortais et allais me promener sur la grande route qui mène à Camille-le-Cia. Je serais parti depuis longtemps si je n'étais tombé amoureux de Dirce. Je ne suis pas un type à m'amouracher facilement. Je suis positif et les paroles et les regards ont peu d'effet sur moi. Mais quand une femme, au lieu de paroles et de regards, se donne elle-même tout entière en chair et en os, et qui plus est par surprise, inopinément, alors on peut rester pris comme au piège, et plus on s'efforce de se libérer, plus les pointes du piège vous entrent dans la chair. Dirce devait avoir eu cette intention avant même de me connaître. Moi ou un autre, c'était tout un pour elle, car le jour même de mon arrivée, elle entra la nuit dans ma chambre où je dormais déjà, et ainsi, entre veille et sommeil, si bien que je ne savais si c'était songe ou réalité, elle me fit passer brusquement de l'indifférence à la passion. Il n'y eut entre nous ni discours, ni coup d'œil, ni main qui s'effleure, aucun de ces subterfuges auxquels recourent les amoureux pour se dire leurs sentiments. Tout se passa au contraire, comme avec une femme de mauvaise vie, une femme de bas étage. Seulement, dire ce n'était pas une fille de mauvaise vie, on la tenait même pour vertueuse et altière, et ce contraste fut précisément pour moi le piège où je restais pris. Je suis d'un caractère patient, raisonnable, violent cependant si on me chatouille par trop. Le sang me monte facilement à la tête. Cela se voit déjà à mon physique. Blond avec une figure pâle, il suffit d'un rien pour que je devienne écarlate. Or, Tirce ne cessait de me harceler et je ne tardais pas à comprendre pourquoi. Elle voulait me dresser contre son père. J'étais un lâche, disait-elle, de tolérer qu'en ma présence son père la gifle, la prenne par les cheveux ou même, comme c'était arrivé une fois, la jette à terre et la roue de coups de pied. Je ne dis pas qu'elle avait tort, j'étais son amant et je devais la défendre, mais je comprenais que son but était autre. Entre la rage qu'éveillait en moi cette insulte de lâche et la rage de savoir qu'elle s'en servait avec intention, je n'en pouvais plus. Et puis, un beau jour, ce fut une autre chanson. Comme ce serait bon de pouvoir s'épouser et de le monter, ce restaurant du panorama, tous les deux, seuls, elle et moi. Elle devenait toute bonne, gentille, amoureuse, douce. Ce fut là le premier temps de notre amour. Je ne la reconnaissais plus, mais je pensais, elle cherche à m'amadouer. Et en effet, son ton changea une troisième fois. Elle me confia que, mariés ou non, nous n'avions rien à espérer tant que vivrait son père, et enfin, elle déclara crûment qu'il fallait nous en débarrasser. Ce fut comme la première nuit où elle était entrée dans ma chambre, sans préparation, sans feinte. Elle jeta ce propos et s'enfuit, me laissant tout seul à mes réflexions. Le jour suivant, je lui dis qu'elle se trompait en croyant que j'allais l'aider pour une telle chose, et elle me répondit que, dans ce cas, je n'avais qu'à prendre mes dispositions pour m'en aller sur le champ, car je n'existais plus pour elle. Et elle tint parole. De ce jour, c'est à peine si elle me regarda. Nous ne nous parlions pour ainsi dire plus, et, par contre-coup, comme si la faute en incombait au père, je me mis à le haïr. Il se trouva que, à cette époque, le patron se livrait chaque jour à de nouveaux méfaits et semblait faire exprès de se rendre odieux. Nous étions en mai, une belle saison les autres années, où les gens montaient à l'auberge pour boire du vin et manger des fèves fraîches. Mais au contraire, il ne faisait que pleuvoir à verse sur la campagne verte et drue. À l'auberge, il n'y avait pas un chat et le patron ne décolérait pas.
repousse son assiette en criant « C'est exprès que tu me sers cette sale soupe brûlée. » Et elle « Si je faisais exprès, j'y aurais versé du poison. » Il la regarde et la gifle avec une telle violence qu'il fait sauter un de ses peignes. Nous étions dans une quasi-obscurité à cause de la pluie et, dans la pénombre, le visage de Tirce avait la blancheur et la fermeté du marbre. Ses cheveux, du côté où le peigne était tombé, se défaisaient lentement, lentement comme des serpents qui se réveillent. « Mais veux-tu la laisser tranquille une bonne fois ?» dis-je à Toshi. « Ce ne sont pas tes affaires, » répondit-il étonné, car c'était la première fois que j'intervenais. J'éprouvai alors un certain sentiment de vanité, comme si je défendais un être faible, ce qui n'était pas précisément le cas, et je pensais que j'allais peut-être ainsi la reconquérir, que c'était mon unique chance. Aussi, je poursuivis d'une voix forte. « Laisse-la, tu as compris, je ne te permets pas. » J'étais rouge de fureur, le sang aux yeux, et, sous la table, je sentis la main de Tirce prendre la mienne. Je compris alors que j'étais tombé dans le piège. Mais désormais, il était trop tard. Le patron se leva. « Veux-tu voir, fit-il, si je vais t'en donner une à toi aussi ?» Il m'attrapa la joue, un peu de pied, et je saisis un verre, lui lançant tout le vin à la face. Je puis dire que j'avais pensé depuis un mois à ce verre et à ce vin, tant ce geste me soulageait et tant je haïssais Toshi. Maintenant, il avait le vin sur la figure et moi j'avais fait ce geste. Je m'échappai rapidement par l'escalier et j'en l'entendis hurler. « J'aurai ta peau, tu sais, vagabond, clochard !» Alors je fermai la porte de ma chambre et allai à la fenêtre regarder la pluie qui tombait. Dans ma fureur, j'avais pris un couteau dans le tiroir et le plantai sur le rebord de la fenêtre, avec tant de force que la lame se rompit. Mais voilà, nous étions là-haut, sur ce mont Mario de malheur, et alors que, à Rome, je n'aurais sans doute pas accepté ce projet, là-haut tout devenait naturel, et ce qui me paraissait impossible la veille était déjà décidé le jour suivant. Tirce et moi nous mîmes d'accord, et convîmes ensemble du moyen à employer, du jour et de l'heure. Toshi, chaque matin, descendait à la cave chercher du vin pour la journée en même temps que Tirce qui portait la dame Jeanne. La cave était souterraine, et pour y descendre on se servait d'une petite échelle montée sur une armature métallique et qui avait 7 échelons. Nous décidâmes que j'irais les rejoindre et que, tandis que Toshi se baissait pour tirer le vin, je l'assommerais avec une courte pelle de fer qui servait à attiser le feu. Puis nous retirerons l'échelle. Pour les autres, ils pourraient être tombés et s'être fracturé le crâne. Moi, je voulais et je ne voulais pas. Pris de rage, je déclarai « Si je fais cela, c'est pour te montrer que je n'ai pas peur, mais après, je m'en irai et ne reviendrai plus. » Alors, fit-elle, il vaut mieux ne rien faire et t'en aller tout de suite. Je t'aime et je ne veux pas te perdre. Elle savait, au besoin, feindre la passion. Aussi déclarai-je que je ferais ce qu'elle voulait et que je resterais ensuite et que nous ouvririons notre restaurant. Le jour fixé, Toshi ordonna à Tirce de prendre la dame Jeanne et se dirigea vers la porte de la cave, au fond de l'auberge. Comme les jours précédents, il pleuvait et, dans la maison, il faisait sombre. Tirce prit la dame Jeanne et suivit son père, mais avant de descendre, elle se retourna et me fit clairement un signe d'intelligence. Sa mère, qui se tenait devant le fourneau, vit le geste et demeura la bouche ouverte en nous regardant. Je me levai de table, allai au fourneau et, passant devant la mère, m'emparai d'un tisonnier sous le manteau de la cheminée. Elle me regardait Tirce, mais nous comprenons bien qu'elle ne parlerait pas. De la cave, le père appela « Tirce, Tirce !» et elle répondit « Je viens !» Je me souviens qu'elle m'enchanta physiquement pour la dernière fois pendant qu'elle se dirigeait vers l'escalier, de sa démarche dure et sensuelle, en pliant son cou rond et blanc pour passer sous la poutre. À ce moment,
La porte qui donnait sur le jardin s'ouvrit et un homme entra avec un sac tout mouillé sur le dos. Sans me regarder, il me demanda: Jeune homme, peux-tu me donner un coup de main? Machinalement, portant toujours mon tisonnier, je le suivis. Tout à côté, dans une ferme, on construisait une étable. Un char chargé de pierres s'était embourbé en passant la grille, et le cheval ne pouvait s'en sortir. Le charretier, un homme laid et mal bâti, plus animal qu'humain, me parut hors de lui. Je posai mon tisonnier contre la borne, mis deux pierres sous les roues et poussai pendant que le charretier tirait le cheval par la bride. Il pleuvait à torrents sur les haies de sureau vertes et touffues et sur les acacias en fleurs qui sentaient fort. Le char ne bougeait pas et le charretier jurait. Il prit son fouet et du manche frappa le cheval. Puis, fou de colère, il saisit le tisonnier que j'avais posé contre la borne. On le sentait hors de son bon sens, non à cause du char, mais de sa vie tout entière, et on voyait qu'il détestait ce cheval comme un être humain. Je pensais, il va l'assommer, et j'allais crier: non, lâche ce tisonnier. Mais je pensais soudain que, s'il tuait l'animal, j'étais sauvé. Il me semblait que toute ma fureur était en train de passer dans le corps de ce charretier qui avait l'air d'un fou. Il se rua en effet sur les brancards, tira encore, puis frappa le cheval à la tête avec son tisonnier. Au coup, je fermai les yeux et vis que le cheval était tombé sur les genoux, tandis que l'homme continuait à le frapper. Non pour le faire lever cette fois, mais bien pour le tuer. Le cheval versa sur le côté, ses jambes s'agitèrent faiblement en l'air, et puis il abandonna sa tête dans la boue. Haletant, le visage convulsé, le charretier jeta le tisonnier et s'en vint secouer le cheval, mais sans conviction. Il savait bien qu'il l'avait tué. Je passai à côté de lui, sans même le frôler, et je me mis à marcher sur la grande route. Le tram pour Rome passa et j'y montai en marche. Puis je jetai un coup d'œil derrière moi et, pour la dernière fois, je vis l'enseigne Auberge